parler déjà de Husserl, dont voici un portrait, parce que Husserl nous présente une vision de la conscience qui renouvelle complètement ce concept, c'est-à-dire que la conscience est définie par Husserl comme intentionnalité, c'est-à-dire comme un mouvement vers quelque chose. Et le fait qu'elle soit définie comme mouvement interdit qu'on en trouve, qu'on la découvre, pardon, sous la forme d'une substance ou sous la forme d'une identité qui serait figée en nous à tout jamais. Alors, le titre du Grand 3 qu'on a vu hier, la conscience ne découvre pas la réalité du moi, mais elle la constitue. Euh, Nous avons appliqué cette idée hier, enfin dans la précédente vidéo, au monde, à la conscience du monde. Nous allons à présent l'appliquer à la conscience de nous-mêmes. Et nous allons voir que si la conscience est effectivement à l'œuvre dans la constitution des objets du monde, elle est tout aussi bien à l'œuvre dans la constitution du moi. Hein. Ce qui fait que le moi ne peut pas être découvert, ne peut pas être trouvé comme une chose existante, comme une chose déjà faite, hein, et qu'il est en réalité l'œuvre de la conscience, qu'il est inséparable de la conscience. Autrement dit, la conscience n'est pas un miroir qui nous révélerait quelque chose qui serait déjà là, quelque chose qui existerait déjà, hein, mais la conscience est en fait inséparable de ce qu'elle nous montre, à la différence du miroir. Le miroir peut se briser et je continuerai d'exister. Enfin, le miroir et l'objet sont deux réalités qui sont distinctes, mais dans le cas de la conscience, on ne peut pas tracer ce parallèle. Hein. Alors, voilà, c'est l'objet du petit 2. Nos états de conscience ne sont pas subis par la conscience, mais constitués par celle-ci. En fait, il y a une mauvaise foi caractéristique à prétendre le contraire, c'est-à-dire à prétendre que nos états intérieurs sont subis et demeurent étrangers, demeureraient étrangers à la conscience. C'est-à-dire que, alors c'est ce qu'on appelle le chosisme. Le chosisme, c'est-à-dire en fait faire passer la conscience pour une chose et laisser croire que nos caractères, enfin nos passions, nos caractères, notre tempérament même, euh, serait totalement hérité, serait totalement subi de l'extérieur. Alors, je vous avais fait remarquer que c'est une défense que l'on entend souvent au sujet, par exemple, alors plutôt des défauts du caractère, voire carrément des vices, et on l'entend souvent. Par exemple, au sujet de la colère, au sujet de la jalousie, au sujet de comportements, vous voyez, qui semblent s'abattre sur les hommes, et s'emparer complètement d'eux. Alors essayons de revenir sur ces exemples pour voir ce qu'il en est. Est-ce que vraiment, en fait, la colère est une tempête que l'on subit et à laquelle on ne peut rien? Bon. C'est typiquement une défense de mauvaise foi, hein, c'est-à-dire que c'est le genre de défense qu'on entendra dans un tribunal dans la bouche d'un prévenu qui voudra excuser un crime ou qui voudra excuser des violences en disant voilà, je n'ai pas pu me contrôler, monsieur le président, madame la présidente, parce que c'était plus fort que moi, je suis colérique, c'est comme ça depuis toujours, depuis que je suis enfant, etc. Bon. Alors, déjà, cette défense en elle-même, elle est un peu contradictoire, parce qu'on se dit c'est depuis toujours comme ça, depuis que je suis enfant. Bon, à la fois, on prétend qu'il y a là un trait qui est absolument invariant dans la personnalité, mais en même temps, on l'inscrit dans une histoire, dans une durée, ce qui laisse entendre que c'est peut-être aussi en fait une construction. Alors, essayons d'analyser plus précisément ce qui se passe lorsque une personne se met en colère. Hein. En fait, on peut assez facilement observer que il y a une graduation. La colère est comment dire, une passion qui progresse graduellement, d'abord avec une émotion qui s'empare, généralement une surprise, une mauvaise surprise, hein, que ce soit une agression, une trahison ou quelque chose, enfin, il y a un élément déclencheur, hein, et puis ensuite, progressivement, la personne va se mettre en colère par palier. C'est-à-dire que après l'émotion première, la personne va commencer à ruminer en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série de barreaux de l'échelle, si vous voulez, que la personne va euh, monter à la faveur en fait d'une
rumination intérieure, d'une obsession, hein, c'est-à-dire qu'on revient sur l'outrage que l'on a reçu, on revient sur l'humiliation, la trahison, la mauvaise surprise, et en fait, c'est dans ce moment-là que la colère se met à croître, à grandir. Ou alors, on peut aussi voir les choses pour les gens qui sont plus rapides à s'enflammer, on va dire. Les choses peuvent se passer également de la façon suivante. Euh, voilà, on se sent trahi ou on se sent blessé par quelqu'un. Et en fait, on veut réagir en montrant que l'on n'est pas atteint, en montrant que on demeure puissant, on demeure au-delà de l'agression, de l'atteinte, de l'offense que l'on a reçue. Et en fait, pour le montrer, on va essayer d'impressionner, de prendre des attitudes physiques impressionnantes. Alors là, c'est quasiment de l'éthologie, c'est-à-dire que bon, voilà, certaines personnes ont des narines qui vont gonfler, d'autres personnes vont faire des moulinets, écarter les épaules, enfin vont faire essayer d'impressionner, quoi. Vous voyez, le son de la voix, adopter en fait une attitude menaçante pour montrer qu'elle n'est pas atteinte, qu'elle demeure puissante, qu'elle demeure au-delà de l'agression, hein, inaccessible. Mais évidemment, en faisant cela, c'est tout à fait le contraire que l'on montre, puisque on montre précisément qu'on a besoin de se défendre, on montre précisément que l'on a besoin de faire des moulinettes, de s'agiter pour témoigner. Donc en fait, c'est une dénégation, hein. Et en fait, celui qui se met en colère sent bien qu'il est en train de faire quelque chose qui est profondément contradictoire, et je veux dire concrètement, quelque chose qui est ridicule. C'est-à-dire que si vous voulez montrer que vous êtes même pas touché, mais que pour cela vous êtes en train de transpirer et de battre des narines comme ça, bon, en fait, vous donnez en spectacle, vous faites quelque chose qui est absolument ridicule, et tout le monde sait bien que quand nous voyons une autre personne faire cela, bon, ça s'apprête plutôt à rire, quoi. Bon, alors. En fait, celui qui se met en colère le sent confusément d'une certaine façon. Il voit bien qu'il est en train de se donner un spectacle, de se donner des ridicules. Et c'est précisément pour cela que, en fait, la colère monte d'un cran, parce qu'en fait, finalement, celui qui est en colère, ou initialement, il est en colère contre la personne qui l'a trahi ou qui l'a offensé, mais en fait, il se met en colère contre lui-même, parce que il est lui-même en train de se discréditer, en train de se donner en ridicule, hein, en train de trahir sa faiblesse. Bon, et donc vous voyez, en fait, finalement, c'est la colère, c'est la conscience, pardon, que nous avons de nous-mêmes dans ces moments-là, qui va augmenter le feu de la colère. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui remplissons de bûches le foyer de la colère. C'est nous-mêmes qui mettons le bois, hein. Et c'est pour cela que il y a quelque chose qui est extrêmement dérangeant, enfin contradictoire, dans l'attitude des gens qui se défendent de leurs traits de caractère, colère, jalousie, ce que vous voudrez, en accusant la nature, en disant voilà c'est comme ça, j'ai été fait comme ça, je suis comme ça depuis toujours. Mais en fait, il y a quelque chose qui est souvent tellement démonstratif, tellement volontariste dans ce genre de défense que immédiatement elles en deviennent suspectes. Je me souviens une année, je vous ai déjà raconté cette anecdote en cours, j'avais une élève extrêmement colérique et je racontais quelque chose un peu comme l'analyse que je suis en train de faire là, pour montrer le caractère finalement volontaire ou actif, on consent à ses passions, on consent à sa colère. Bon, et donc cette élève qui était très intelligente comprenait exactement ce que j'étais en train de dire, et je la voyais bouillir de plus en plus, et là, je la vois qui lève la main au fond de la salle, qui dit monsieur, alors vous êtes en train de dire que quand on est colérique, c'est de notre faute, mais moi, je suis colérique depuis toujours et je n'y peux rien, c'est comme ça. Et en fait, c'était frappant de voir, enfin c'était émouvant parce que la jeune fille, bon, elle se débattait vraiment contre elle-même, mais c'était frappant surtout de voir à quel point justement son affect de colère venait en fait de l'humiliation qu'elle ressentait d'être prise comme responsable de sa colère, et à quel point il y avait finalement quelque chose d'extrêmement volontaire dans cette colère, c'est-à-dire c'est les gens qui sont extrêmement colériques en général sont des gens qui sont également assez fiers et qui ne tolèrent pas que l'image d'eux-mêmes, l'image qu'ils donnent aux autres ou l'image qu'ils ont d'eux-mêmes soit affectée aussi négativement par cette passion, par ce manque de maîtrise en fait, hein.
Voilà. Et je crois qu'en fait, on peut faire à peu près le même type de raisonnement pour la plupart des passions humaines. Par exemple, le même qui, devant le tribunal, plaide la colère, plaidera aussi bien le crime passionnel ou la jalousie obsessionnelle, etc., pour excuser ses crimes. Mais en fait, finalement, c'est toujours pour excuser des crimes, ou pour excuser, disons, des fautes de comportement, c'est ça la mauvaise foi, hein. C'est toujours dans ce contexte-là que, en fait, on nie la part active que l'on prend à ces passions pour la présenter comme une fatalité qui nous tombe dessus. Alors Cicéron, le philosophe romain, avait une métaphore une comparaison euh, très inspirante pour parler de cela. La comparaison, pardon, il compare l'âme et le cylindre, le comportement de l'âme et le comportement d'un cylindre. Un cylindre en mouvement, vous voyez une craie, un tube que l'on fait rouler sur une table. Euh, Son mouvement, pardon, la nature du cylindre ne dépend pas de nous. Je veux dire, la nature du cylindre, elle est donnée, elle est inhérente au cylindre. C'est pas nous qui la décidons. En revanche, c'est à nous qu'il appartient de lui donner du mouvement ou de supprimer son mouvement. C'est-à-dire qu'il y a bien un élément qui ne dépend pas de nous, comme dans la colère, l'émotion première, c'est-à-dire qui vient d'une mauvaise nouvelle, une mauvaise surprise, bon, elle s'empare de nous, elle nous tombe dessus, on n'y peut rien. Voilà, il y a des choses qui nous sommes exposés à 1000 événements que nous ne pouvons pas contrôler, hein. Mais c'est à nous qu'il appartient de donner du mouvement ou de priver le cylindre de mouvement. De même que c'est à nous qu'il appartient de donner du mouvement à la passion ou au contraire d'arrêter son mouvement. Voilà, Cicéron prend cette métaphore, alors cette comparaison, pardon. C'est dans le traité qui s'appelle le traité du destin, hein. Et je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était une, une très belle métaphore en fait pour parler du destin, en fait pour parler de choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Cicéron ici se fait le porte-parole de la philosophie stoïcienne, qui part du principe qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous et que nous devons seulement nous occuper de celles qui dépendent de nous, c'est-à-dire en fait de contrôler nos représentations afin de contrôler nos passions. Les émotions ne dépendent pas de nous, mais par contre c'est de nous, pardon, qu'il dépend de transformer ces émotions en passions, hein, ou alors de leur interdire l'accès. Voilà. Euh, Bref, lorsque nous prenons conscience de nos états intérieurs, cela change complètement leur contenu. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici avec le thème de la colère. J'aurais pu plus généralement prendre le thème des obsessions parce que nos passions ne seraient rien si nous nous obsédions avec, c'est-à-dire si par notre discours intérieur nous ne revenions inlassablement à masser la blessure, l'égratignure jusqu'à en faire une plaie, hein, voilà. Eh bien, ici, je voudrais élargir un petit peu et revenir sur l'exemple de Stendhal que nous donnions tout à l'heure dans la vidéo, je ne sais plus quelle vidéo, enfin sur quand le comte Mosca s'inquiète de voir Fabrice et la Sanseverina batifoler, quoi, c'est-à-dire se tomber amoureux, mais sans encore le savoir. Et bien précisément, vous voyez, le jour où Fabrice ou la Sanseverina risqueraient de prendre conscience de ce qui se passe en eux, leur relation serait complètement changée, évidemment. Et on pourrait élargir en fait ce genre d'exemple en faisant remarquer que la plupart de nos états intérieurs changent complètement de nature à partir du moment où ils arrivent à une claire conscience d'eux-mêmes. À partir du moment où on passe, vous voyez, une espèce de conscience un peu obscure des rapports qu'on a avec autrui. Bon, mettons par exemple ici de rapports amoureux, enfin c'est-à-dire un peu de flirt, à une conscience claire, à une conscience évidente. On met les mots sur les choses, hein. Et je voudrais vous faire remarquer que par exemple, il y a beaucoup de nos comportements, nos traits de caractère qui sont bouleversés par ce genre de prise de conscience, notamment tous ceux qui ont trait à l'innocence ou à la naïveté, au naturel, etc. À partir du moment où, par exemple, voilà, il y a des enfants qui ont une sorte de euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils agissent avec naturel sans
que ce soit tellement remarquable et que finalement ce soit tellement beau, quoi, cette immédiateté de l'enfance, que les adultes le font remarquer aux enfants et dire ah qu'est-ce qu'il est gracieux ou qu'est-ce qu'elle est charmante ou qu'est-ce qu'elle etc. Bon, en fait, à force de répéter cela, l'enfant va finir par comprendre ce qui, dans sa conduite, touche les adultes, et il ou elle va le comprendre, son comportement va complètement changer. C'est-à-dire que d'un enfant charmant, innocent, etc., il va devenir en fait calculateur, manipulateur dans les cas extrêmes. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a pris conscience de son innocence, on n'est plus innocent. Une fois qu'on a pris conscience de son naïveté, on ne l'est plus du tout. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, la conscience que nous prenons de nos états modifie complètement nos états. Donc, en fait, nous ne pouvons pas prétendre que nous subissons des états intérieurs sans rien pouvoir y faire. Hein. C'est faux, en fait, c'est nous-mêmes qui modelons nos états intérieurs par la conscience que nous en prenons ou pas. Hein. Et le jour où nous prenons conscience, ces états changent complètement. Voilà. Alors, du coup, je voudrais, dans la troisième et dernière sous-partie, en venir à l'idée que la conscience n'est pas une substance figée, hein, mais qu'elle dépasse ce qu'elle est. Alors ici, je vais plus particulièrement développer des idées qu'on trouve chez Jean-Paul Sartre. Enfin d'ailleurs, à vrai dire, dans la partie précédente aussi, hein, je vous ai pas mal parlé de Sartre sans le dire, en parlant de mauvaise foi. C'est un concept essentiel chez Sartre. La mauvaise foi, en fait, c'est la négation de la liberté. C'est-à-dire quand on dit c'est pas ma faute, quand on, on, euh, rejette sa responsabilité en sous-estimant la part de la liberté en disant voilà c'est comme ça de toute façon je suis comme ça depuis toujours hein, je suis victime de mes passions etc. C'est ça le chosisme en fait c'est une forme de mauvaise foi. Le chosisme c'est finalement la négation de la liberté la négation de la transcendance. Alors j'en viens à ce concept. La conscience pour Sartre est toujours définie comme chez Husserl par l'intentionnalité. Pourquoi? Parce que Sartre voilà a pris l'essentiel de son inspiration philosophique chez Husserl et chez Heidegger, c'est-à-dire chez les fondateurs de la phénoménologie. Hein. Et en fait, la conscience, nous dit Sartre, est définie par l'intentionnalité, c'est-à-dire par le mouvement vers autre chose, c'est-à-dire par le fait d'être la capacité à sortir de soi-même, la capacité à sortir d'elle-même. C'est-à-dire que ce qui définit la conscience, c'est qu'elle est capable de se nier, qu'elle a une sorte de réserve de néant, d'où le titre de l'œuvre de Sartre, L'être et le néant. Hein. La conscience est cette béance au cœur de l'être qui fait que la conscience est capable de se nier, de se dépasser, d'aller au-delà d'elle-même. Et c'est pour cela qu'il écrit cette citation que j'avais déjà eu l'occasion d'étudier avec vous. L'être de la conscience consiste à être ce qu'elle n'est pas et à n'être pas ce qu'elle est. C'est-à-dire que la conscience n'est jamais enfermée dans des bornes étroites, dans des caractéristiques étroites. C'est-à-dire que la conscience n'est pas ce qu'elle est, la conscience est toujours quelque chose de plus que ce qu'elle est. Le colérique est toujours aussi capable d'être autre chose que colérique. Hein. Et la conscience est ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que la conscience est aussi la capacité de se dépasser, la virtualité, la capacité d'aller au-delà, la capacité de changer. Hein. C'est-à-dire que voilà, notre liberté tient au fait que voilà, une personne fluette peut décider, par exemple, de se représenter autrement, de se voir autrement, de se désirer autrement, et donc de faire de l'exercice et de devenir un athlète accompli. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est la capacité que la conscience nous donne de sortir de notre état présent qui nous permet de nous élever au-dessus de nous-mêmes et de nous transformer. Et c'est finalement, voilà, c'est ça la liberté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, cette théorie de la conscience s'oppose directement, vous voyez, au déterminisme zollien, un déterminisme qu'on trouve chez Zola, exprimé chez Zola, dans les romans de Zola, hein, où l'homme est fatalement dominé par des penchants dont il a hérité une hérédité morbide contre laquelle il ne peut rien. Bon, et c'est ce qui fait écrire à Sartre, dans sa célèbre conférence de 1946, intitulée L'existentialisme est un humanisme. C'est ce qui fait écrire
à Sartre, pardon, que l'homme est l'être chez qui l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'existence et notre expérience de la vie prédomine toute forme de prédétermination ou toute forme de nature qui s'imposerait à nous, hein. C'est-à-dire que l'existence ici, ça désigne l'expérience de la vie, la construction que nous faisons tout au long de notre vie, hein. Et l'essence ici serait plutôt synonyme d'une nature prédéterminée qui s'imposerait à nous. Bon, on en trouve évidemment l'exemple le plus frappant dans la philosophie de Simone de Beauvoir, qui a partagé sa vie avec Sartre. Dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir explique bien, effectivement, que le destin des femmes n'est pas déterminé, n'est pas dominé par la fatalité d'une essence féminine, d'une existence féminine qui imposerait la maternité, l'existence domestique, les soins conjugaux, etc. Hein, et que ça, c'est une construction historique. Il n'y a pas une essence de la femme qui déterminerait le devenir des femmes, hein. C'est l'existence qui fait que des femmes se laissent enfermées dans cette prison ou inventent complètement autre chose, une autre façon de vivre en tant que femme, hein, voilà. Et on pourrait généraliser en disant que finalement les discours naturalistes qui expliquent qu'il y a une nature qui pousse les gens à avoir forcément un comportement, alors un comportement maternel par exemple, ou un comportement, enfin je sais pas, des comportements qui seraient dictés par la couleur de la peau, par etc. Le naturalisme est à la racine, bien sûr, enfin, de toutes les sortes, de toutes les formes de racisme, hein, quand on explique, voilà, que le euh, était dans les années de la ségrégation un discours pour faire accepter finalement l'idée que les Noirs étaient très bien à simplement servir les Blancs et faire un peu de musique, parce ils ont ça dans le sang. Donc voilà, vous voyez, ce genre de discours naturaliste, en fait, revient toujours à justifier une forme d'oppression, hein, à nier la liberté humaine, que ce soit sous l'angle de la mauvaise foi pour celui qui se défend au tribunal, ou que ce soit dans le discours raciste, nier la liberté des autres, nier la liberté, par exemple, des Noirs, dans l'exemple que j'avais pris, hein, et c'était aux États-Unis la phrase qui revenait quand on parlait de ces choses-là, niggas can dance, les nègres sont faits pour danser, les nègres ils savent bien faire ça, voilà. C'est le genre de discours naturaliste qui revient à supprimer la possibilité de la liberté, c'est un discours de mauvaise foi, hein. Alors, Sartre propose une distinction qui me semble très intéressante. Tenir ses propos sur YouTube, je pense que je risque de se faire crucifier. Merci de ne pas faire de commentaires. Le, oui, Sartre propose une distinction intéressante sur la situation et la détermination. Et il décrit dans L'être et le néant que la conscience est située mais pas déterminée. Alors, cela signifie qu'elle n'est pas déterminée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fatalité qui pèse sur nous, qui fait que voilà, une femme serait vouée à devenir mère, etc., qui serait la puissance de l'instinct maternel ou que sais-je, hein. Mais la conscience, par contre, est située, c'est-à-dire que nous naissons dans une situation de départ. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la transcendance de la conscience, il y a la capacité de la conscience à s'échapper à elle-même, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer la facticité, c'est-à-dire le fait que nous existons à titre de fait, hein. C'est-à-dire que nous n'avons pas choisi de naître comme homme ou comme femme, de naître au XXe siècle ou au XXIe ou un autre siècle, de naître dans un pays défavorisé, tout ça c'est notre facticité, hein, bon. Mais nous dit ça, cette facticité n'est pas accablante, n'est jamais une excuse ou quelque chose qui écraserait complètement toute possibilité de liberté. C'est une situation de départ, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de départ et en fait c'est à nous qu'il importe de leur donner un sens ou de nous échapper à celle-ci, hein. Et c'est ce qu'il appelle la situation, c'est-à-dire donc une condition de départ, mais qui n'est pas contraignante, qui n'est pas absolument contraignante, hein. Et par conséquent, vous voyez, il y a des personnes, j'avais peut-être déjà donné cet exemple, qui naissent avec un handicap, qui parviennent, pardon,
à lui donner un sens particulier. On pourrait faire la liste des musiciens qui sont nés ou qui sont devenus euh, aveugles, infirmes, etc., et qui ont créé, et qui ont quand même contribué, sourds, et qui ont tout de même continué à contribuer, continuer à créer, pardon, excusez-moi, et qui n'ont pas pris en fait ce handicap comme une fatalité, mais qui sont parvenus à surmonter cette fatalité et à lui donner un sens, hein, à lui donner, à songer par exemple à la surdité de Beethoven. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est pas tellement un élément qui aide à créer, d'être sourd quand on est le plus grand compositeur de son temps. Et en même temps, c'est ce qui a donné à la musique de Beethoven ce tourment intérieur, cette colère intérieure, ce sentiment d'avoir à affronter une fatalité qui est si caractéristique de sa musique, hein. Si la vie n'avait été qu'un lit de roses pour Beethoven, certainement qu'il n'aurait jamais écrit la musique qu'il a écrite, hein, aussi bien pour ses accès de désespoir que pour ses accès de joie immense, dans les deux sens. Voilà. Donc c'est à nous qu'il appartient de donner un sens à notre facticité et de construire l'unité de ce que nous sommes. C'est-à-dire que, songez ici à ce que nous avions vu dans le cours sur le bonheur, devenir soi-même, être soi-même n'est pas une évidence. Nous ne sommes pas directement nous-mêmes, nous n'avons pas un caractère tout fait, nous ne trouvons pas une unité du moi qui serait déjà là depuis toujours, hein. C'est à nous de la faire, personne ne la fera pour nous, hein. Et certains y parviennent, d'autres y parviennent moins ou pas, hein. C'est-à-dire que c'est à nous qu'il importe de devenir nous-mêmes. Nous sommes les seuls auteurs capables de nous transformer, de diriger le cours de notre vie, hein. Et c'est là l'enjeu, enfin la question dont dépend en fait le bonheur, enfin le fait d'être capable de se réaliser, de se donner une unité, d'être vraiment quelqu'un, c'est-à-dire une unité, de se donner une unité, ou bien de se disperser, de s'atomiser en des multitudes de confettis incohérents et d'avoir une existence finalement qui ne rime, je ne veux pas dire qu'il ne rime à rien, mais enfin une existence finalement dans laquelle on n'a pas réussi à construire quelque chose par soi-même. Voilà, hein. Donc en conclusion, je vous laisse sur ces réflexions, sur le fait que la conscience n'est pas une unité figée, hein, que la conscience consiste à se dépasser soi-même, et par conséquent, euh, oui. euh, Par conséquent, oui, j'en viens directement, je relisais les notes que j'avais faites que j'avais prises pour la conclusion, j'en viens directement au dernier point. Bon, nous avons parlé de l'unité perceptive de la conscience, c'est-à-dire que c'est la conscience qui fait apparaître les objets comme un, mais aussi il y a une unité morale de la conscience, c'est-à-dire que c'est la conscience qui fait que nous construisons nous-mêmes et que nous nous donnons à nous-mêmes de l'unité, hein. Donc en ce sens, oui, bien sûr, Schopenhauer avait raison d'affirmer que l'individualité n'est pas une donnée immédiate. Euh, Simplement, lui, comme Hume, enfin, oui, Schopenhauer, la réduisait à un effet de nos conditions perceptives. Eh bien, moi, je propose de lire cela autrement. Nous ne pouvons pas trouver une unité immédiate de la conscience parce que nous la construisons. Non pas parce que c'est un effet de nos conditions perceptives, nos conditions de conscience, mais parce que c'est l'effet de notre construction de nous-mêmes au cours de l'existence. Voilà, c'est le sens de l'existentialisme de Sartre, hein. Oui, c'est vrai que j'ai pas commenté le titre de Sartre tout à l'heure. L'existentialisme, c'est la philosophie de l'existence. Nous sommes ce que nous faisons de notre existence. Voilà. Je vous laisse sur ces considérations. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours qui est terminé à présent et je vous propose de nous retrouver, je l'espère, le 3 mai. Si tout va bien, ou sinon sur YouTube. Portez-vous bien et travaillez bien.